podcast show. Maps, data, vision, you magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e épisode des Géomagiciens déjà. Aujourd'hui, on parle GeoIA, oui, on en parle beaucoup en ce moment, et c'est peut-être parce qu'il y a une raison, ça bouillonne autour de la GeoIA. Et pour en parler, je reçois Ivan Barbeau, qui a construit le plugin AI Segmentation pour QGIS, 5000 téléchargements et plus de 100 évaluations positives en seulement 2 semaines et demie. Moi, j'ai rarement vu ça. Du côté de QGIS, et du coup ça m'intrigue, je trouve ça impressionnant. Et bien on va en parler. Bonjour Ivan, comment vas-tu? Salut Emmanuel, ça va super bien, un plaisir d'être là. Plaisir partagé, content de t'avoir. Je disais en intro, plus de 5000 téléchargements pour un plugin. Alors, tu l'as pas fait tout seul, hein, on va en parler évidemment, on prendra le temps d'en discuter, mais les chiffres sont assez impressionnants. J'ai des dizaines de questions qui viennent à l'esprit et on va tranquillement y venir. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes tout simplement pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer qui tu es sans parler boulot? Yes. Du coup, moi c'est Ivan, j'ai 20 ans, donc je suis assez jeune, mais j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui va être informatique, IA en passion, je sais pas, peut-être 15 ans, 16 ans. Du coup, je me suis intéressé pas mal à ça. Et puis, moi, qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que j'aime? Là, je suis à Paris, donc j'aime bien explorer. Il y a plein de nouvelles choses. Sinon, je suis quelqu'un d'assez curieux. J'aime bien tester des petits trucs. Par exemple, le géospatial, c'est un domaine qui m'intéresse depuis quelques mois, mais avant ça, j'avais pas du tout touché. Donc j'aime bien découvrir, quoi. Et puis voilà. Super, merci. Donc, tu as 20 ans et tu es déjà en train de nous mettre des plugins dans QGIS qui intéressent du monde et qui fonctionnent. C'est assez fou. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu ton parcours, comment tu as fait pour en arriver là, à seulement 20 ans du coup? Est-ce que tu es passé par la case école classique? Enfin voilà, je te laisse nous raconter comment tu en es arrivé là. Ouais, carrément. Alors après, j'en parlerai après, mais le plugin, je l'ai pas fait tout seul. J'en parlerai plus tard, mais je l'ai fait avec mon meilleur ami et mon père. Donc c'est assez cool comme équipe, on va dire. Pour ce qui est de mon parcours, du coup, en soi, j'ai fait lycée basique, général. J'avais pas eu toute filière maths. J'étais complètement autour économie, géopolitique, ce genre de choses. Et du coup, après lycée, je suis parti directement vers une école assez particulière qui s'appelle l'école 42, où c'est une école où tu peux rentrer sans avoir de diplôme, sans avoir de spécialité. Il n'y a pas de Parcoursup, il n'y a rien. C'est vraiment une école pour les devs où pour entrer dans cette école, tu passes un concours de un mois pendant l'été, où du coup tu vas y aller tous les jours, genre vraiment tous les jours, et il faudrait que tu bosses sur tes projets pendant au moins 12 heures par jour si tu veux espérer être pris. Et globalement, tu es avec plein de gens passionnés pendant un mois tous les jours dans le campus de l'école. Et vous avez des exercices, des nouveaux apprentissages chaque jour. C'est du développement très bas niveau, donc vraiment très proche de la machine. Euh, du coup, on apprend, on développe ça, et puis à la fin, si tout se passe bien, tu rentres dans l'école. Et du coup, j'ai fait ça avec mon meilleur ami Lilian. On est rentré dans cette école. Cette école, elle n'a pas de prof et elle est ouverte 24 heures sur 24 toute l'année. Et l'idée, c'est que ça avance par projet. Donc, c'est vraiment directement les mains dans le cambouis. Tu testes, tu fais ton programme, tu t'aides avec les autres. Et du coup, ça fonctionne un peu en système de pair à pair. Donc, c'est en gros, chacun va aider l'autre. Et à la fin, on corrige chacun nos projets selon des grilles d'évaluation, etc. Et on avance comme ça. Et du coup, j'ai fini la première phase de cette école il y a peut-être 6 mois. Là, j'y suis encore. Euh, et du coup, pendant cette école, et un petit peu avant aussi pendant le lycée, j'ai passé pas mal de temps à m'intéresser à l'IA. Donc, c'était au tout début où les modèles étaient complètement horribles. Donc, j'étais surtout basé sur l'image et la vidéo. C'était des modèles qui te sortaient 6 doigts par main, des visages complètement farfelus et tout en petite résolution. Et du coup, je passais du temps à m'intéresser à ça, à développer peu à peu des outils en open source dedans, à essayer de comprendre comment fonctionnent les modèles d'images, de vidéos, et essayer de faire des workflows en fait cohérents pour tout ça, pour des besoins de génération de vidéos spécialisées, d'animation audio réactive, plein de choses comme ça. Et j'ai aussi fait des petits chatbots avant qu'OpenIA devienne gros, autour de l'IA plus niveau texte, et tout ça en open source. Du coup, j'ai tout de suite commencé
avec une vision du code très ouverte parce que c'est là qu'il y avait la communauté, c'est là que je pouvais interagir avec les gens, apprendre, comprendre et je trouvais ça fascinant. Et du coup, là, actuellement, je suis à Paris, du coup, et on a rejoint il y a quelques mois pour pousser nos idées dans le géospatial. Donc, le petit truc que j'ai loupé, c'est qu'après l'IA, je voulais pousser quelque chose de plus gros parce que je passais beaucoup de temps à faire de l'IA générative, mais peu à peu, ça se tournait vers un domaine assez marketing, assez business, parce que les demandes étaient surtout orientées autour de la pub et des trucs comme ça. Ouais. Donc ça m'a saoulé. Et je voulais faire quelque chose avec plus d'impact. Donc du coup, je me suis tourné vers mon père qui développe dans le domaine du géospatial depuis très longtemps. Il m'a appris plein de choses, il m'a montré où il en était, qu'est-ce qu'il faisait, et puis je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec l'IA là-dedans, quoi. Donc je me suis intéressé petit à petit, j'en ai parlé à mon meilleur ami, on a commencé à s'y intéresser. Et puis il y a quelques mois, on a commencé à créer une start-up. Donc moi, Lilian, mon meilleur ami, et mon père Stéphane Barbeau. Et du coup, on l'appelle TerraLab. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'emmener l'IA et la 3D peu à peu dans le domaine du GIS et dans le géospatial. Et donc actuellement, maintenant, là, on est à l'incubateur de Station F. Donc Ouais. Station F, c'est un grand endroit à Paris pour les startups. Et Vous on êtes où à essaye de Paris? pousser. Station F, c'est où à Paris exactement? C'est dans le 13e. Ouais. Donc dans le 13e. Puis voilà, c'est un grand building. Bon, je vais pas Ok. te montrer, sinon ça fait bouger la caméra. Ouais, donc Mais derrière, c'est ce qu'il y a on derrière. voit derrière toi, ouais, ça a l'air super stylé. 13e, c'est vrai que je connaissais pas encore. Donc c'est ouais, incubateur. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le concept, quels sont les différents piliers d'un incubateur, à quoi ça sert? Ouais, carrément. En fait, globalement, c'est surtout un très grand espace de travail où tu vas te retrouver avec plein de gens qui sont au même stade que toi. Parce que l'idée, c'est quand tu veux commencer une startup ou n'importe quel projet, t'es bien au courant, je pense. Mm. Tu peux facilement te retrouver un peu tout seul ou tu as besoin souvent de réponses à des problèmes qui arrivent à la plupart des entreprises au même stade que toi. Et donc, un incubateur, ça va t'aider à déjà avoir des locaux, avoir du soutien et de l'aide sur des questions finances, des questions produits, des questions utilisateurs, etc. Et l'idée, c'est que du coup, en fait, tu peux te balader et puis aller demander à n'importe qui autour de toi un Ouais. conseil, tu vois. Les Donc, mises en c'est vraiment relation très communauté. entre les différentes expertises. Ouais. Et juste par rapport à ce que tu viens de dire là, et pour revenir un peu sur ce que tu nous as dit il y a quelques minutes, là, donc tu es encore en études, du coup, c'est bien ça? Ouais. Alors oui, mais du coup, l'école 42, c'est spécifique parce que t'as pas de cours. Donc, en fait, je Ouais. suis officiellement étudiant, mais je Ouais. passe 0% de mon temps à l'école en ce moment parce Ouais. que je suis sur mes projets. Ouais. Et puis voilà, donc c'est assez Ouais. flex, quoi. Ouais, donc en fait, ouais, le projet que tu es en train de faire avec TerraLab s'intègre dans les études finalement. Pas vraiment? Pas vraiment. Enfin, c'est juste que je suis inscrit à l'école 42. Ça me Ouais. laisse des locaux et puis je peux avancer là-bas. Ouais. Mais ça n'a pas vraiment de lien avec l'école, quoi. Ok. Ok. Et toi, tu as eu cette volonté vraiment de démarrer la startup maintenant. Tu t'es pas dit, on va faire les choses dans l'ordre. Je termine déjà l'école et une fois que j'ai terminé, je me focus sur la startup. Non? Ça bouillonnait trop? Bah, ouais, non, non, ouais, c'est un peu ça, en fait. Je sais pas, c'est juste, quand on passe du temps comme ça dans le domaine de l'IA, il y a plein de mauvais. Il y a plein de choses étranges dans l'IA et ça emmène vers une tendance assez étrange et déshumanisante dans certains aspects. Donc, tout ce qui est marketing, pub ou GT. Mais globalement, il y a juste quelque chose qui se passe, quoi. Il y a une nouvelle manière de travailler, une nouvelle Mhm. manière de concevoir des problèmes. Enfin, je trouve ça juste fou et c'est trop passionnant. Et donc, en fait, je me dis, bon, déjà, on pourra en parler, mais les études, genre, c'est important, mais à une ère de l'IA, enfin, tout se remet un peu en perspective et ça bouge très vite. Mhm. Donc, juste, j'avais ces idées-là maintenant et je voulais les faire. Et puis, je considérais qu'on était au bon moment parce on a une bonne équipe, quoi. Mhm. Donc, je me suis dit, c'est maintenant, quoi. Et puis, ça bloque pas forcément les études pour moi. Ouais. Super. Très clair. Très bien. Donc du coup, ouais, tu disais, donc vous avez rejoint Station F. La Ouais, startup est montée. Tu nous as parlé de Lilian, ton meilleur pote, qui ouais, du coup Lilian. a un parcours comparable au tien, c'est ça à peu près? Ouais, c'est assez fou. En fait, on se Actuellement, hein. connaît. Ouais, ouais, en fait, on se connaît depuis qu'on a 3 ou 4 ans. On est Ouais. vraiment comme ça depuis pas mal de temps. Et du coup, au final, ouais, à la fin, on s'est pas mal retrouvés sur des mêmes aspects, quoi. C'est en gros, Ok. il y a quelque chose de bien à faire avec l'IA. Au début, on l'a poussé dans la vidéo, l'image, dans des projets open source tous les deux. Et maintenant, on se dit, bon, ça a l'air cool d'observer la Terre, ça a l'air cool Hmm. de faire quelque chose avec notre planète, quoi. Ouais.
Trop bien. Et donc ton père, tu disais, qui est dans le Oui. jeu spatial. Et je crois que c'est pas tout, t'as quelqu'un d'autre dans la famille qui est aussi un peu dans le domaine. Exactement. Alors, du coup, officiellement, on est trois à travailler dedans, mais comment dire, l'expérience et le retour sur ce domaine vient aussi en grande partie de ma maman, qui a passé très longtemps, peut-être 10, 20 ans dans le domaine des GIS, dans les territoires, tout ce qui est commune. Donc, Mhm. puis elle a dirigé des équipes dans ce domaine et puis elle a pu vraiment voir sur le terrain les besoins, les galères. Et c'est notamment de là que je tiens ce petit truc-là, on en parlera, mais bah, en fait, les outils GIS sont trop bien, mais il y en a plein qui demandent des compétences techniques. Et en fait, elle, dans les équipes, enfin, avec ses collègues, il n'y avait pas ces compétences-là tout le temps. Du coup, il Mhm. devait tout le temps appeler quelqu'un pour installer les Mhm. dépendances, les trucs et tout. Et c'était, enfin, je me dis, on peut faire autrement, quoi, potentiellement. Mhm. Ouais. Ah, c'est vachement intéressant. Tu me fais penser à, tu sais, quand t'as soit les enfants de footballeurs ou les enfants de musiciens, tu sais, qui sont baignés dans un environnement, tu dis, bah, évidemment qu'il va faire du foot, évidemment qu'il va faire de la musique. Toi, c'était un peu, bah, évidemment qu'au bout d'un moment, tu vas apporter quelque chose au géospatial. Bah, je sais pas, c'est vrai qu'en vrai, j'ai pas tellement compris. Enfin, j'ai compris qu'il y a peu de temps, peut-être un an ou quelque chose comme ça, qu'elle avait vraiment fait du géospatial, Ouais, information système. Avant, j'étais en ouais, mode effet de l'informatique et tout, ouais. mais c'était vraiment dans ce domaine, quoi. Je te rassure, c'est comme ça pour beaucoup de gens. Quand on doit expliquer, souvent, c'est ce qui revient tout le temps, quand on doit expliquer ce qu'est la géomatique, si on veut pas y passer trop de temps, voilà, souvent on vulgarise à voilà, informatique, des cartes, et puis après, ah ok, c'est bon, j'ai compris, je vois. C'est souvent ça. Sur ce que tu as dit, il y a déjà pas mal de choses qui m'intéressent, qui m'interpellent sur l'IA. Il y a quelque chose que moi je ressens énormément, c'est l'amalgame qui est fait entre IA générative, IA tout court, machine learning, deep learning, géo-IA. Mm. Il y a énormément finalement de sciences qui se croisent, qui s'entrecroisent, des besoins métiers, des personnes qui se tournent vers un type d'IA alors qu'en fait c'est pas la bonne IA, des incompréhensions. Comment est-ce que toi tu arrives à expliquer quand quelqu'un est un peu perdu sur ce qu'est l'IA, expliquer quelle IA fait quoi? Bah, alors honnêtement, vu comment ça bouge, ça reste toujours compliqué. En plus, il y a des niveaux de complexité qui se rajoutent. Mais globalement, je vois. En vrai, il y a plusieurs branches, mais les deux branches les plus simples, c'est vraiment du coup Generative AI. Donc là, de ce côté-là, c'est pour moi, c'est des modèles souvent très généralistes qui permettent de créer quelque chose de plus ou moins zéro. Et après, pour moi, je vois plus, surtout dans le milieu spatial, c'est spécifique parce que, enfin, justement, il y a aussi un grand passé de machine learning et deep learning Tout qui à était fait. très utilisé. Donc en fait, nous, quand on parle d'IA, enfin, on simplifie les mots, mais globalement, l'IA, elle est depuis longtemps quand même dans le géospatial. Le seul truc, je pense, c'est qu'il y a quand même un besoin de simplification et de généralisation de ces modèles. C'est-à-dire, pendant un long moment, c'était des modèles très spécifiques, faits pour une tâche, etc. Sauf que bah, ce qu'on se rend compte avec le Generative AI, c'est que la généralisation d'un modèle, dans beaucoup de cas, permet de le rendre plus performant, parce que du coup, il peut lier des patterns ensemble qui n'étaient pas forcément intuitifs dès le début. Et donc, il y a un peu cette transition de la spécialisation à la généralisation. Et je pense que c'est là qu'on voit la distinction, je pense. C'est que l'IA de maintenant pousse vers une généralisation, alors qu'avant, c'était très, très spécialisé. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le géospatial avec cette approche plus générale. Donc, on pourra en parler, mais il y a Google qui pousse ça avec des modèles complets de la Terre Mm. représentés pour l'IA. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et je pense que la généralisation, c'est quelque chose qui arrive. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup pour cette explication. Je pense que ça va éclairer beaucoup d'utilisateurs. Alors, du coup, revenons un peu sur TerraLab. Mhm. Alors, donc, le projet a été lancé officiellement il y a quelques mois, tu disais 6 mois à peu près. Alors, comment est-ce que ça a décollé? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que voilà, tu peux nous présenter tout ça? Alors, Terralab, c'est assez spécial parce que je ne l'ai pas mentionné directement, mais globalement, vu que mon père a passé beaucoup de temps dans le domaine géospatial, il est surtout spécialisé en moteur 3D. Donc, Mhm. on en parle souvent, digital twin, représentation 3D d'environnement, etc. Et du coup, il avait ce projet un peu fou depuis des années. En fait, j'ai grandi en le voyant construire ça, d'essayer de faire un peu un réplica de la Terre en 3D. Donc, on peut penser à Google Earth, ce genre de choses. Ouais. Mais vu qu'il avait cette fibre du jeu vidéo, cette fibre de vraiment le contrôle sur bah, les éléments 3D, il a voulu créer ce moteur 3D dès le départ en ayant un contrôle pour modifier les routes, modifier les Hmm. environnements, faire de la simulation de physique, tout ce genre de choses, tout en gardant les données géospatiales comme elles sont. Donc vraiment un parallèle entre à la fois
le contrôle dans les jeux vidéo et l'accuracy, le- la précision Ouais. de la donnée géospatiale. Du coup, il a construit pendant longtemps et donc c'est surtout là-dessus qu'on s'est basé sur TerraLab au début. C'est se dire, OK, on a cette expertise qui a été build au fur et à mesure du temps. La 3D, ça va être une nouvelle manière de travailler avec le schiste qui est déjà implémenté petit à petit, mais qui, je pense, fait de plus en plus sens. Et du coup, on avait commencé comme ça. Donc, on avait déjà une grosse base technique d'expertise là-dessus. Et peu à peu, du coup, au fur et à mesure des mois, on s'est rendu compte que les plus gros problèmes qu'on voyait actuellement, enfin, l'endroit où on pouvait apporter plus de valeur par rapport à nos compétences et l'état actuel du domaine, c'était quand même l'IA. Mhm. Parce que dès qu'on a voulu essayer de jouer un peu plus avec QGIS, tester des plugins d'IA, enfin, juste tester ce qui est nouveau quoi, dans le Mhm. GIS, on s'est heurté facilement à des problèmes d'installation, Mhm. des erreurs Python, des incompatibilités, beaucoup de boutons et de trucs manuels à faire. Mhm. Et donc, on s'est senti un peu frustré. On s'est dit, bah, on doit pas être les seuls, quoi. Surtout que la plupart des gens sont pas devs, de ce que je comprends Mhm. petit à petit du géospatial. Donc, peu à peu, on s'est dit, OK, peut-être en première phase, ce qui serait bien, c'est d'aider les gens qui utilisent actuellement ces systèmes de géospatial avec des outils plus simples, de l'IA, pour essayer de faciliter le travail là où c'est le plus chiant. Et au fur et à mesure, on pousse à une vision long terme à quand même emmener plus que des outils intégrés, mais vraiment Ouais. cette idée que en fait, la manipulation de données géospatiales doit être sémantique, doit être en 3D, en fait, doit être le plus proche de la réalité possible, avec le plus de contrôle. Et donc, pour ça, on va aussi vers le digital twin, l'IA. Mhm. Donc, c'est très large, hein, parce que c'est Ouais. long terme, Ouais. mais on pense qu'il y a besoin de plus de visibilité et plus de contrôle, quoi. Ok. Et pourquoi QGIS? Alors, tout simplement parce que on a regardé qu'est-ce qui existait. Et ArcGIS, on n'a pas été super fan du modèle directement, Mhm. venant plus de la branche open source. Mhm. Donc on s'est directement allé vers ce qu'on connaît et ce qu'on aime, c'est-à-dire l'open source. Et en l'explorant un petit peu, même si l'interface n'est pas la plus jolie quand on rentre dedans, on a juste trouvé énormément de gens passionnés dedans, beaucoup d'aide et de communauté. Et du coup, on a pu avoir des feedbacks des gens, quoi. Et donc, Ouais. c'était plus simple, quoi. Ouais. Et pourquoi pas pourquoi un plugin et pas plutôt un SaaS, une solution externe à QGIS? Bah, alors en fait, je pense que je sais pas si c'est par modestie, mais c'est un peu l'idée en fait, même si mon père a passé du temps dans le domaine, ça évolue super vite et on a besoin de comprendre ce que les gens ont besoin directement. Donc on n'a pas envie de commencer à build une plateforme de notre côté en mettant un peu tout ce qu'il y avait, toutes les features dedans, et après espérer proposer ça aux gens parce que, enfin, il y a un gros risque de juste pas être aligné avec les vrais besoins métiers, quoi. Du coup, on s'est dit, on met ça dans leurs outils existants. En plus, c'est open source, donc ça nous fait kiffer. Et à partir de là, on peut avoir des retours parce que c'est facile à installer. Mhm. Ils peuvent l'utiliser directement. Et surtout, il y a ce truc de communauté open source qui aide. Donc, juste, on ne voyait pas l'intérêt de créer un SaaS ou une plateforme indépendante avant d'avoir vraiment Ouais. résolu un problème, quoi. Ouais. Ouais, je comprends bien, ça a du sens. Donc le plugin s'appelle AI je vais la faire à la française, segmentation by TerraLab. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est justement la segmentation? Donc là, on rentre dans la technique, sans oublier que ceux qui nous écoutent, a priori, sont dans la géomatique, ne sont pas forcément adeptes du machine learning ou du deep learning. Donc voilà, comment tu expliquerais ce qu'est la segmentation? Alors, la segmentation, en fait, ça peut aller plus loin, mais ce qu'on fait pour le moment et en première étape, c'est tout simplement d'aider à vectoriser des éléments dans les données raster de nos utilisateurs. Donc, globalement, tu as une image satellite, tu vois, il y a plein de toits et tu as besoin de les vectoriser, par exemple, pour compter le nombre d'habitations ou compter la superficie enfin, calculer la superficie d'un lotissement, etc. Donc, tu as besoin un peu de rendre cette donnée pixel, donc venant des satellites, un peu compréhensible, que ce soit par des mathématiques, pour être dans des bases de données, ou même pour l'humain, etc. Et donc, bah, en fait, ce que permet la segmentation, c'est de concrètement détourer les zones d'intérêt, donc le toit, la rivière, la végétation, pour en faire une représentation vectorielle qui peut après être utilisée. Et nous, ce sur quoi on aide avec l'IA, la segmentation, c'est un terme assez large comme on dit, mais tout simplement de le faire plus simplement. C'est-à-dire, beaucoup de retours qu'on a eu, c'est que c'est un process assez manuel, que Mhm. des fois on donnait même un petit peu aux stagiaires, on va dire. Enfin, je veux dire, c'est une tâche qui des fois peut être un peu rébarbative. Et on s'est dit, bah, en fait, le computer vision, donc tout ce qui va être compréhension de l'image par IA, euh, a quelque chose à faire là-dedans parce que globalement, c'est détourer
et créer des polygones. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet dans Simple, tu cliques à l'endroit où tu veux, genre un toit de maison, et le modèle va comprendre un peu les détours du toit pour dire, OK, bah, cette zone-là, c'est la zone d'intérêt. Voici le polygone équivalent. Ouais. Et voilà. Là, c'est très clair. Tu as utilisé un terme, computer vision. Qu'est-ce Oui, que ouais, je c'est? l'ai placé un peu pour rien. Computer vision, c'est une branche du domaine de l'intelligence artificielle qui, pour le coup, quand on le dit, est pas tellement liée enfin, Generative AI comme on en a parlé au début, parce que c'est une branche spécialisée, donc c'est vraiment juste enfin, ça se traduit vision par ordinateur, mais c'est avec de l'IA, donc c'est juste globalement la compréhension d'images et de vidéos et de patterns visibles par l'IA pour en faire une analyse, une compréhension, de la modification, etc. Ouais, ok, c'est très très clair. Tu parles de stagiaire, bah, moi mon stage en sortie d'études, donc 2014, j'ai dû numériser, digitaliser, dessiner, on disait aussi, des forêts, Ouais. des forêts pendant plusieurs mois. Ah là là. Alors des fois, il y avait un peu de terrain, on allait avec le GPS, on allait sur le terrain, on faisait les contours quand c'était clair. Des fois, c'était de la photo-interprétation, où on regardait les images raster, on interprétait. Et après, il y a Ok. là aussi la télédétection, ça doit te parler forcément, où bah, justement, on utilise aussi des modèles qui permettent de Mhm. détecter automatiquement. Mais voilà, donc je pense pas être le seul à être passé par là. Donc clairement, voilà, la segmentation, ce que tu expliquais, c'est que maintenant, plus besoin de passer plusieurs semaines, plusieurs mois à numériser des forêts, des toitures, des places de parking, etc. Mais avec un Mhm. modèle, on va pouvoir du coup le faire automatiquement. Donc je reprécise pour ceux qui sont pas sûrs, avec donc QGIS, dans le menu extension plugin, si vous allez chercher AI segmentation by TerraLab, vous pouvez installer en quelques minutes de quoi justement faire de la segmentation et donc numériser des objets. Ça fonctionne très bien aujourd'hui, donc avec des arbres, des toits, des bâtiments, ce que tu expliquais. Voilà, donc c'est accessible gratuitement. J'insiste, hein, je le précise parce que pour beaucoup, c'est de l'ordre d'outils propriétaires ou alors de technologies, ou alors il faut avoir un ordinateur puissant. Enfin, il y a plein de fausses croyances, de croyances limitantes mais voilà, mais ce que tu dis là est bien aujourd'hui opérationnel et existe. Ah, tu l'as super bien expliqué, hein, en tout cas, c'est bien. Tu avais mis la couche de vulgarisation qui manque potentiellement. Mais ouais, en fait, c'est vraiment ça. Et il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'actuellement, notre plugin, quand vous l'utilisez, les dépendances et les modèles IA déjà s'installent automatiquement, mais c'est surtout c'est sur votre ordinateur. Donc, en fait, vous n'êtes pas dépendant d'un cloud, d'un Google, d'un je sais pas quoi. Le modèle d'IA qui est généraliste, donc évidemment, il a besoin de, comment dire, il pourra être plus précis dans le temps, parce que pour le moment, il reste assez généraliste. Donc, pour des cas d'usage précis, on va travailler dessus, etc. Mais le modèle est sur votre ordinateur. Donc, en fait, vous possédez l'IA. Donc, il n'y a vraiment pas ce truc comment dire, de big tech derrière ces modèles d'IA. C'est vous qui avez le modèle sur votre ordinateur. Vous pouvez l'utiliser hors ligne, comme vous voulez. Et c'est propriétaire, quoi. Et je pense que c'est un aspect assez important. Ouais, ouais, très clair. Ouais, merci de le préciser. Ouais. Je pense à une question, une remarque qui va venir à ceux qui nous écoutent. Tu vois, je disais, j'ai passé des semaines à potentiellement aller sur le terrain, numériser des forêts, etc. Moi, quand je vois les technos, ce qui est possible aujourd'hui, ça me rend heureux. Je me dis, c'est trop bien. J'ai plus besoin de passer 3 semaines, je vais gagner du temps et je Hmm. j'ai pas de souci à me projeter sur comment je vais pouvoir réallouer ce temps. C'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui ça fait peur, se disent bah en fait moi ma valeur c'est justement d'être capable de repérer avec mon expertise les différentes espèces. Du coup, j'avais dû être les différentes essences d'arbres, j'avais dû être formé pour savoir c'est quoi la différence entre les pins, les différentes espèces, vue du ciel, comment on reconnaît. J'ai appris cette expertise. Il y avait aussi le plaisir d'aller sur le terrain. Il y a plein de... C'est un métier finalement. Et il y en a qui nous écoutent et qui disent bah ouais, mais si maintenant c'est l'IA qui le fait, moi je deviens quoi? Qu'est-ce que je deviens? Du coup, ma question, c'est avec l'expérimentation, avec ce que tu vois de l'IA et à quel point ça évolue, selon toi, est-ce que ces personnes ont raison de s'inquiéter ou pas? Alors, personnellement, dans l'état actuel de ce qu'on propose, ça reste une approche vraiment généraliste. Donc, c'est vraiment une approche pour montrer l'IA simplement et dans des cas d'usage simple. On va évidemment pousser vers plus de complexité, mais quand même, tu vois, par exemple, l'exemple que tu dis avec la différenciation des arbres, etc.,
Ça déjà, ça demande une compréhension, une expertise. C'est-à-dire que même si tu as l'IA modèle en fait, qui peut t'aider, etc., la connaissance des différences d'arbres et de qu'est-ce que tu dois faire, etc., la mission, en fait que, de fait, tu as un rôle à jouer. Parce que l'IA va être l'outil, mais derrière, tu dois contrôler et vérifier, analyser. Mais Et est-ce que surtout, justement ça mon rôle, c'est déplace. c'est pas d'améliorer les modèles de classification, justement, avec l'IA, et avec mon expertise de créer, d'améliorer les modèles d'IA pour qu'ils fonctionnent encore mieux sans moi? Bah alors je pense que ça joue, mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que honnêtement, pour le coup, ce pain point spécifique sur lequel on se met, euh, par exemple, tu vois, on parlait avec des users qui étaient contributeurs OpenStreetMap au Kenya, et globalement, leur taf, c'était vraiment, en fait, il y a plein de zones en Afrique qui sont pas du tout pris en compte, qui sont pas du tout vectorisées, et des Ouais. fois, ça peut être super long, et c'est vraiment des contributeurs open source qui font ça pour aider. Et donc, bah, en fait, juste, je me dis, la quantité de données et tout ce qu'il y a à faire en fait encore en géospatial pour rendre les données utilisables Mhm. fait que bah, un peu d'aide, tu vois, ce sera pas de refus. Mm. Et pour ce qui est des jobs en tant que tel de géomaticien, je pense que plus on va avancer, plus l'IA va prendre une place significative, et qui va prendre une place significative surtout pour la compréhension à grande échelle de l'environnement. C'est-à-dire qu'un humain actuellement, il va mettre en corrélation plein de types de données, faire des relations, etc. Mais l'IA, du coup, va peu à peu avoir tout ça encapsulé dans une compréhension assez globale. Et à ce moment-là, du coup, là, ça change vraiment le paradigme au fur et à mesure parce que ce sera plus une question d'interagir avec l'IA pour comprendre l'environnement plutôt que de faire certaines manipulations manuelles. L'état actuel, par contre, des choses, donc la segmentation, etc., ça demande encore énormément d'humains parce qu'en fait, c'est toi qui choisis les zones que tu veux segmenter. Mm. Tu vas devoir refine sûrement un petit peu le résultat pour que ça convienne exactement à tes mesures. Tu vas devoir faire l'aspect un peu, on va dire, stylisation ou connecter ça à ta base de données. Donc, c'est-à-dire avoir les bons visuels et faire en sorte d'associer les labels et tout ce qui va avec ta digitalisation pour l'accorder à ton système à toi. Donc actuellement, je vois pas comment ça pourrait remplacer directement les géomaticiens, mais sur le long terme, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Ouais. C'est la généralisation pour moi du domaine du géospatial qui devient vraiment après une impact pour le domaine des géomaticiens. Mais l'utiliser en tant qu'outil, pour le moment, je vois pas trop exactement Ouais. où ça l'enlève. Tu vois. Ouais. Ouais. Et puis, comme les choses avancent vite, je pense qu'il vaut mieux accepter cette évolution et déjà se projeter et chercher à mettre de la valeur là où il va y en avoir besoin, plutôt que de tout simplement refuser en disant cette techno, elle n'est pas pour moi parce qu'elle me fait peur, et de se retrouver ouais, à être dans le déni finalement. Donc, ouais. Mais c'est un vrai Surtout, sujet, ça, hein, c'est... Ouais. ça permet surtout des trucs folles. Tu vois, pour moi, c'est ça que je trouve dingue. C'est que pour moi, il y a juste une quantité énorme de données en géospatial. Et des fois, quand tu as besoin de faire sens de ton environnement, faire sens d'un territoire, enfin, t'as énormément de variables à prendre en compte. Et donc, si l'humain peut justement avoir cet aspect-là où il va plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec ces données, réfléchir comment ça va impacter bah, les autres humains autour de lui, je trouve que du coup, on peut vraiment déplacer un petit peu le travail qui va être plus manuel, vraiment entre la personne et l'ordinateur, un travail d'analyse et de compréhension. Et donc, c'est ça qui me fait un peu kiffer quand je pense au futur, c'est me dire, OK, donc en fait, on va pouvoir rendre toutes ces données géospatiales plus accessibles pour l'analyse, pour la compréhension, même au grand public. Et bon, c'est peut-être je pars un peu trop loin, tu vois, mais je pense Mm. que le travail manuel est important, mais je pense que ça peut se déplacer vers quelque chose avec plus de sens Ouais. encore. Ouais, ouais. Ouais, en fait, il y a énormément d'acteurs et de métiers dans la data, hein. Si on peut faire le focus sur la data spatiale, mais ça s'élargit même à la data, de qualité de la donnée, de récupération de la donnée, de fiabiliser, entretenir, mettre à jour, rendre disponible. C'est un univers. Et il y a énormément d'acteurs qui, en fait, ont besoin d'être ultra compétents pour gérer ça. Quand on est gestionnaire de base de données pour une agglo ou pour un grand groupe, on a une sacrée responsabilité, et il y a des process, il y a des workflows, il y a des automatisations qui sont mises en place, il y a des alertes de mise à jour, et tout ça, en fait, faut être ultra compétent. Et il y a des milliers et des milliers de professionnels ultra compétents qui ont justement leur vraie valeur ajoutée. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que, en fait, ces évolutions, ce qui arrive, ça va permettre en fait, de retirer toute cette responsabilité, toute cette charge, tous ces workflows, cette qualité, cette veille, etc. Parce que, évidemment, ça va prendre du temps avant que les modèles soient fiables et qu'on puisse y aller les yeux fermés, évidemment. Mais le jour où ça arrivera, parce que ça arrivera, un jour où on pourra les yeux fermés faire confiance au modèle, on sait qu'il y a des alertes,
que c'est à jour, que les droits sont bien gérés, on le sait que ça va fonctionner. Et en fait, ce jour-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui, tous ces experts vont tout d'un coup avoir l'impression d'être moins utiles et ça fait peur. Et je les comprends. C'est une réalité. C'est une réalité et voilà, il faut pas. Je pense qu'il faut l'accepter, il faut avancer avec, mais aussi faire preuve de. Le sens critique, c'est indispensable, mais pas critiquer pour critiquer parce qu'on a peur, mais critiquer pour améliorer les choses et tous avancer en fait, dans la bonne direction, dans le bon sens. Non. Lorsque l'on utilise ton plugin, j'en ai fait l'expérience, on peut à un moment donné directement, il y a tes contacts dans le plugin où on peut t'envoyer des logs, ce genre de choses. Sur 5000 téléchargements, une centaine d'évaluations, j'imagine tu as dû recevoir des mails, tu dois avoir une belle vision des différents utilisateurs, où est-ce qu'ils se trouvent géographiquement, quel type de données ils traitent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui utilise le plugin, d'où est-ce qu'ils viennent, ce qu'ils font? Alors, on a quand même besoin de vraiment parler à chacune de ces personnes parce que vu qu'on se greffe à QGIS, on ne récolte pas des données à la volée comme pourrait le faire un SaaS traditionnel. Donc, on peut quand même contacter les utilisateurs comme on veut, mais du coup, ça vient vraiment d'échanges. On n'a pas des énormes dashboards avec toutes les infos et tout. On a vite fait les idées géographiques. Du coup, ce qu'on voit déjà, c'est que pour le moment, le plugin est énormément utilisé, surtout, je sais pas, je cite des pays comme ça, mais Philippines, euh, on va pas mal Mexique, Espagne, enfin bref, plein de pays qui, quand on regarde un petit peu, n'ont pas l'air de tous adopter ArcGIS à foison, mais Mhm. qui cherchent quand même un peu plus d'innovation, plus de process d'IA, de facilité d'utilisation, etc. Dans les retours qu'on a le plus, évidemment, le premier, et du coup, on est assez content de ça, c'est la facilité d'utilisation. C'est-à-dire, on a vraiment envie d'enlever cette idée que l'IA, c'est cette énorme black box, tu vois, Mhm. qui est trop compliqué. Tu vas devoir embaucher un dev senior et tout pour t'aider là-dessus. Non, on pense que, évidemment, que pour certains trucs très spécifiques, il y aura besoin d'experts. Mais pour plein d'use cases très simples, l'IA peut juste être utilisée en plug and play avec un peu une baguette magique, tu vois. Du coup, c'est ça le premier retour qu'on a, c'est la facilité d'utilisation. Ensuite, au niveau des users, c'est vraiment très divers et c'est ça qu'on trouve fascinant. C'est-à-dire qu'un géomaticien, il peut vraiment travailler sur enfin, une diversité de projets complètement dingue, qui va de la segmentation, la compréhension des forêts, de l'urban planning, même pour des assurances, pour essayer de comprendre les toits, quel type de toit, en faire une grosse database, enfin, il y a énormément. On va aussi avoir des contributeurs OpenStreetMap, évidemment, qui se sert un petit peu du plugin en première phase. Après, ils peuvent essayer de réaffiner, etc., pour que ce soit bien précis. On a aussi des archéologues. Des archéologues, on était assez surpris, mais au final, ça fait assez sens. Archéologues, domaine de l'agriculture aussi. Mhm. On a encore quelques limitations dans le plugin pour les grosses zones, genre les gros champs, etc., mais on avance là-dessus. Et pas mal de tout ce qui est gouvernement et enfin ouais, gouvernement et université. Donc Ouais. ça se trouve, il y a pas mal. Je me suis dit ça à un moment, potentiellement qu'il y a des étudiants qui ont tu sais, des devoirs à rendre où ils doivent numériser, digitaliser, ils utilisent un peu notre plugin en mode triche, tu vois. Donc ouais, il y a des étudiants quand même, on voit pas mal de ça. En vrai, si le devoir c'est de numériser, est-ce que c'est pas plus intéressant de numériser avec les objets, les outils d'aujourd'hui, plutôt que de numériser comme on l'a fait, mais comme on ne le fera plus? Si je suis enseignant, je mets un +1 pour la recherche et faire preuve d'innovation. Ah bah ok, bah c'est pas mal. Bah faudra juste après que si ça devient trop précis et trop utilisé, que tu revoies tes devoirs potentiellement. C'est-à-dire pas Ouais, forcément que tu as dit ça. un petit coup de lissage. Il y a le jeu de traitement dans QGIS, c'est un lisser les géométries et hop, Hop, on baisse la qualité du travail, ni vu ni connu. C'est comme et quand il y avait les premiers tricheurs qui utilisaient ChatGPT pour rédiger à leur place, qui rajoutaient des ouais. fautes pour faire genre, ah, c'est pas l'IA, il y a des fautes. Mais ouais, mais d'ailleurs, c'est marrant sur ça parce que au moment où ChatGPT c'est sorti, donc le premier, moi j'avais déjà à un moment exploré une première version où en gros ça devait être ChatGPT 2 ou point 5, où c'était un truc dégueulasse, tu vois, tu pouvais juste faire une phrase et elle avait pas trop de sens. Ok. Et je me rappelle tellement enfin, je trouvais ça fascinant et aussi parce que j'étais un petit peu flemmard, j'avais voulu faire absolument un devoir, en plus c'est débile, tu vois, parce que du coup j'apprends pas, mais un devoir de philo à rendre.
avec ce truc-là, du coup, j'ai passé genre 5 heures, tu sais, à générer phrase par phrase. Et tu sais, ça montre un truc, c'est que, en fait, si tu rends ça facile d'utilisation, même si c'est pas parfait, les gens peuvent voir le potentiel. Et ça, je pense, c'est un truc important avec l'IA et la manière dont on veut le transmettre, c'est qu'on sait que notre outil n'est pas parfait pour le moment, mais par contre, on fait en sorte, jour après jour, avec tous les bugs et tout ça, de le rendre accessible sur toutes les machines. Oui. Du QGIS 3 au QGIS 4, au Linux, macOS, Windows. Le plus important, c'est que les gens commencent à avoir l'IA dans les mains, je pense, qui testent le potentiel et après qui nous disent, tu vois, leurs limitations. Genre ça, on aurait besoin de plus de précision là-dessus, on aurait besoin d'automatiser, on aurait besoin de labelliser pour notre back-end, etc. Mais avant, s'ils l'ont dans les mains, après, tu vois, il faut ce premier effet magique, je pense, avec l'IA. Mm. Et après, on peut construire des trucs avec plus de sens, plus de meaning. Ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Bon, j'ai un peu Ouais. dérivé, hein, mais Non, non, mais c'est vachement intéressant. Non, non, mais t'as raison. C'est vachement intéressant. C'est le but aussi de cet échange, hein, c'est de partir sur des sujets qui résonnent. Mais ouais, c'est vrai que rendre accessible, tester. Moi, je le fais beaucoup en formation. Donner mm, les outils, hein, peu importe l'outil, et donner des exercices qui poussent à l'exploration. Et c'est vrai que c'est une belle façon d'apprendre. Et avec l'IA aussi, je pense que les gens sont vraiment conscients que ça va très vite et que les limites que l'on a aujourd'hui vont être poussées. Et ce message, je pense qu'il est facile à accepter. Et d'autant plus quand vous mettez à disposition une solution gratuitement. Je veux dire, quand on est un professionnel, qu'on travaille au quotidien avec QGIS, on travaille au quotidien avec un outil open source pour lequel on n'a pas à dépenser un centime. C'est déjà quelque chose. Enfin, il y en a qui considèrent beaucoup ça comme acquis, mais voilà, derrière, il y a une communauté qui permet de rendre ça faisable. C'est déjà quelque chose de gros. Si en plus on commence à avoir des plugins qui commencent à faire des choses très avancées, très poussées, aussi gratuitement, évidemment qu'il faut aussi avoir ce recul de dire, bah voilà, on avance avec les technos et il y a des limites, on les pousse chaque jour. Voilà, je pense que les gens font preuve de bon sens. Et les géomaticiens sont intelligents, donc ils le comprendront. J'interromps cet épisode quelques secondes pour vous rappeler qu'il reste quelques places encore pour la journée de formation l'IA pour les géomaticiens. Je fais le tour de France, je viens à votre rencontre pour vous former, découvrir ensemble des cas d'usage très concrets d'IA générative et on va même parler géo-IA une journée ensemble entre géomaticiens. Dépêchez-vous de vous inscrire, contactez-moi directement sur LinkedIn. Vous pouvez aller directement sur le site datando.fr pour avoir le programme, les informations. On se retrouve en formation et de suite, retour à l'épisode. Mais ouais, après, tu vois, il y a quand même un truc à prendre en compte avec l'IA, c'est que plus la tâche va demander de la précision et de l'automatisation, plus il va y avoir besoin quand même de hardware, donc de matériel vraiment performant. De ressources. Et nous, par exemple, ouais, nous à TerraLab, donc évidemment, on propose cette solution open source, mais on sait que sur le moyen et long terme, pour certaines solutions qu'on a envie de pousser, d'automatisation, de précision et je sais pas, par exemple, pouvoir prompter directement et avoir tous les résultats, ça, on aura besoin, tu vois, de pousser plus avec les entreprises quelque Mhm. chose de payant parce que ce qu'on est proposé derrière, c'est de pouvoir directement utiliser l'hardware nécessaire, les modèles nécessaires Oui. et que ça tourne facilement dans leur installation QGIS. Et pour ça, il y a besoin, tu vois, on pense d'un hardware spécifique qui va tourner sur le cloud dans certains cas. Mais ce qui est Ouais. important, c'est que vraiment que les gens puissent avoir cette première étape et ce touch avec l'IA en local, gratuit et tout. Et Ouais. après, pour certains besoins très spécifiques, nous, on développera des solutions par rapport à ça. Ouais. Mais il y aura toujours évidemment la partie gratuite et open source. C'est juste qu'à un Mm. moment, il y a une limitation de matériel, quoi. Puis surtout, bah, voilà, vous êtes une entreprise, hein, maintenant et bah, faut pas être naïf. Une entreprise, ça doit tourner. Et si on veut que tout ça gratuit, bah, en fait, vous allez faire ça pendant un an, puis au bout d'un moment, se dire bon, bah, faut qu'on mange, donc merci, au revoir, et ça sera plus maintenu et personne sera content. Donc il y a un Ouais, monde après, où. je pense que les deux en fait doivent coexister parce que justement avoir cette base open source et gratuite et dans tous les cas il faut prendre un truc en compte, c'est que quand on met un plugin sur QGIS, de fait on suit la licence de QGIS. La licence Ouais, de QGIS c'est open source. ouais, Donc nous derrière on peut faire en sorte de distribuer on va dire un modèle dans le cloud, mais tout le code et toute ouais, l'interface tout ça reste gratuite et est ouais, gratuite. Donc dans tous les ouais, cas en fait pour moi ça fait complètement sens d'avoir cette partie open source et gratuite et cette ouais, partie distribution cloud pour les gens qui ouais, ont des gros besoins. ouais, Mais enfin, ça va de pair, quoi. Tu vois? Ça va ouais. de pair parce que pour garder la communauté et faire un outil qui fait sens, on a besoin des retours. Et les retours, honnêtement, ils viennent des gens qui l'utilisent au quotidien et qui sont sur QGIS gratuitement, quoi. Ouais, ouais, on est d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'est pour toi l'entrepreneuriat? Car j'ai l'impression, je pense que tes journées ne se ressemblent pas.
que tu dois faire plein de choses dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous raconter un peu voilà, ton expérience de cet univers qui est de développer avec ton équipe une solution, de la pousser, d'écouter les retours, de se projeter, de prévoir comment se passe la vie d'un entrepreneur? Bah alors, c'est un peu le bordel. Honnêtement, non, mais globalement, en fait, ce qui compte, je pense, c'est de vraiment te dire un peu chaque jour, il y a un truc auquel tu crois, tu vois. Nous, c'est nous dire que on peut contribuer au domaine du géospatial en apportant des solutions plus simples et apporter cette innovation un petit peu d'IA dans les logiciels des gens. On se met un petit peu, tu vois, en opposition, je pense, à ArcGIS dans notre manière d'avancer. On a envie de se dire que bah, les gens ont leur logiciel gratuit et on peut mettre une couche par-dessus. Peut-être qu'une partie de notre couche est payante, mais par rapport au prix d'Arcgis, c'est ce que propose, on sait qu'on peut rendre ça accessible à des communautés qui n'ont pas les moyens pour des licences Arcgis. Ouais, Et donc ça nous motive pas mal. ouais. Et ouais, au quotidien, alors il y a un peu de tout. Évidemment, c'est t'itères sur le produit, tu parles énormément aux gens, je pense que c'est le plus important. Aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire des trucs qui sont très manuels, c'est-à-dire faire des trucs qui vont pas grandir et qui, comment dire, je pense qu'il ne faut pas chercher à automatiser dès le début. Ça, c'est un truc assez important. C'est-à-dire, nous, concrètement, on va faire plein de choses qui ne sont pas du tout optimisées au quotidien. On va faire plein d'appels avec des gens, parler sur plein de sujets, etc. Mais je pense qu'important, c'est d'être bien dans le bassin, quoi. Être bien dans le bassin de ton domaine et pas avoir la Ouais, tête dans ton produit et ouais, empiler features sur features. ouais, Globalement, au quotidien, ça va être parler aux gens, plusieurs appels dans la journée où on se voit dans la vraie vie. ouais, Ça va être évidemment avoir beaucoup de veille, essayer de comprendre bah, ouais, globalement où va ce domaine, parce qu'on a ouais, envie de rendre ça accessible aux gens, donc il faut qu'on soit à jour. ouais, Et ça va être itérer sur le produit, ouais, parler aux gens. Enfin, je sais pas, ouais. c'est assez l'année dans le guidon. Évidemment aussi, il y a beaucoup de mise en avant, c'est-à-dire que on va aussi beaucoup parler du plugin, Mhm, que ce soit, on aime beaucoup les communautés Reddit, mhm, sur LinkedIn, faire des tutos YouTube. ouais, Parce que pour entretenir cette communauté, je pense qu'il faut donner aussi beaucoup. Il faut mhm, partager des infos comme tu le fais beaucoup aussi sur LinkedIn. Tu vois. mhm. Partager beaucoup. Et à partir de ça, en fait, tu auras les retours pour améliorer ton produit. En améliorant ton produit, bah, tu as des bugs, tu as des trucs, les gens t'aident à les fixer en te disant quand ils ont un problème. Tu améliores et c'est un feedback complet. Tu vois. En Ouais, fait, en fait concrètement, c'est les users qui construisent le produit. Tu vois. Nous, on est là, ouais. on est les petites mains qui le rendons accessible. Mais à la fin, c'est ce qu'ils nous disent, quoi, en grande Mm. partie. Ah, c'est vachement intéressant. Et pour justement être au contact de cette communauté, vous avez prévu d'intervenir sur des journées? Je sais qu'il y a par exemple les journées QGIS là, du côté de Brest au mois de mars. Vous participez à ce genre d'événement? Ouais, bah, c'est marrant parce que justement, on est en train d'un peu prendre nos billets et tout là pour aller à Brest. Ouais. Donc, Voilà. on, Voilà. Ah, on va y c'était pas aller. préparé, hein, je le dis. Ouais, on va aller faire un tour. On sait pas trop à quoi s'attendre, mais on pense que ça va être cool. Ouais, Aussi, là, vendredi, enfin, on va un petit peu passer sur le live de QGIS officiel pour parler un petit peu aussi de ce qu'on fait. trop bien. Donc, ça, c'est assez cool. C'est toujours en ligne, hein, parce que enfin, il n'y a pas d'event en physique. Ouais. Mais déjà, c'est un moyen plus proche. Et bah, sinon, on est ouvert, hein, honnêtement. S'il y a d'autres événements, si tu en as en tête, on arrive. Ah ouais, bah déjà du côté de Brest, on devrait se croiser. Normalement, je devrais être par là. Et ouais, non, mais carrément, c'est toujours une sacrée valeur ajoutée d'avoir, en fait, ton approche qui est d'écouter les problèmes et de développer une solution à ces problèmes. C'est une approche qui résonne énormément dans ma façon de travailler. Où, toi, moi, ça fait 10 ans que je fais des formations QGIS. La première année, quand j'ai découvert les formations, je pensais que former sur le même outil, c'est quelque chose que tu fais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans max. Et au bout d'un moment, tu deviens fou de toujours former sur la même chose. Et ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est ce que j'ai découvert, enfin bref, en tout cas, la méthode que j'ai mis en place, c'est d'arrêter enfin, pas arrêter parce que j'ai jamais fait ça, mais juste former pour former et dérouler un programme et juste dire voilà l'outil. Mais à chaque fois, comprendre quel est le problème de l'utilisateur. Qu'est-ce que vous faites dans le QGIS? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que vous perdez du temps? Mais au final, qu'est-ce que vous voulez faire? Et à partir de là, construire une réponse avec l'outil QGIS. Avec l'outil QGIS à mes débuts, quand j'étais salarié, et aujourd'hui, maintenant que je suis à mon compte, en fait, c'est pas que QGIS, c'est tous les outils qui existent sur la Terre
et que du coup je connais, évidemment je connais pas tous les outils, mais j'essaie d'en connaître le plus possible, c'est vraiment de prendre ce sac de billes avec tous ces outils-là, et puis quand j'entends des personnes qui ont des problématiques, c'est les écouter, comprendre, et une fois que j'ai compris, est-ce que moi j'ai la solution, ou est-ce que je peux chercher des solutions, ou est-ce que je connais des personnes qui eux ont les solutions et essayer de leur apporter la meilleure réponse possible. Et je trouve ça tellement beaucoup plus intéressant, et c'est pour ça je pense que là après 10 ans je suis encore à fond en mode je veux continuer à former sur ça parce qu'il y a encore plein de problèmes à résoudre, et puis les technos évoluent, il y a des nouveaux outils. Il y a 5 ans on parlait pas d'IA générative en tout cas. Aujourd'hui tout d'un coup on peut déjà faire plein de choses avec, et j'ai l'impression que j'ai ce devoir en fait de toutes ces personnes que j'ai formées depuis 10 ans, de leur dire mais attendez, en fait ça continue d'évoluer et j'ai encore des choses à vous dire. Et voilà. Donc votre façon de faire qui est d'écouter la communauté, de récolter et de ensuite vous aller dans leur direction, enfin je trouve que c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Bah ouais, en vrai, au début, on a un peu le nez dans le guidon, mais en fait, c'est la base, quoi. Tu fais un outil pour les gens. Après, il y a quand même un truc, je pense, qui est important et à pas perdre de vue, c'est que dans notre cas, on a quand même envie d'apporter quelque chose, on va dire, d'assez nouveau. Et dans cette idée-là, il faut écouter les utilisateurs et les problématiques des gens, mais il faut aussi, je pense, justement, grâce à la veille et à vraiment regarder ce qui se passe, à essayer de trouver justement peut-être une solution auquel l'utilisateur n'aurait pas pensé, mais qui est possible. Enfin, vraiment Mmh. avoir à la Ouais, fois implémenté ce qu'ils font, mais aussi penser à bah, ok, ça va être quoi après? Il faut ouais, justement, parce que pour le moment, leur problème c'est ça, ouais, mais si la solution va arriver dans quelques mois, une solution IA, une manière ouais, d'automatiser, de mieux gérer les données, en fait, il faut justement que aussi tu permettes de sortir un peu du au jour le jour avec les ouais, users et te dire, OK, qu'est-ce qui risque d'avoir besoin dans quelques ouais, mois ou quelque chose qui est en cours et voir comment ça va répondre à leurs problématiques. Mais du coup, ça, tu as ouais. besoin je sais pas, sortir un peu Ouais, il faut une de... connaissance au-delà du métier, du domaine aussi. Et au bout d'un moment, quand tu fais plein de structures différentes, des fois, tu commences à avoir des structures qui font partie des mêmes domaines. Et tu sais comment font certains, comment font d'autres. Et quand tu as des problématiques, en fait, tu peux déjà leur dire oui, alors ok, on peut solutionner comme ça, mais en fait, si on fait ça, vous allez avoir cet autre problème. Et du coup, il faut une solution bien plus large. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, le nombre de fois où on vient me voir avec une problématique, on me dit bah Emmanuel, j'aimerais bien pouvoir solutionner ça avec de l'IA. Et je leur dis, mais en fait, c'est là juste vous faites de l'automatisation et on est bon quoi. Des fois, c'est des trucs tout bêtes, hein, c'est juste automatiser des traitements. Il y a plein d'outils différents. On peut commencer avec le modeleur graphique de QGIS, juste de base, et après, il y en a plein d'autres. Et des fois, on me dit, ouais, moi j'ai besoin d'IA pour faire ça. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a une sacrée méconnaissance sur les capacités des différents outils, de ce que ça fait, et aligner des besoins à des solutions. Du coup, tu nous as parlé un peu de ton parcours d'entrepreneur. Tu nous as pas parlé de moments difficiles. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus dures que prévues? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez sous-estimées? Hmm, Alors, ouais, il y en a pas mal, mais en vrai, je sais pas, ça paraît un peu normal, ça fait partie du truc. Globalement, quand on a commencé, on avait vraiment cette vision. Euh, on a une tech 3D, on a quelque chose qui est vraiment, d'un point de vue technique, impressionnant. C'est-à-dire, on peut modifier le monde en temps réel, à échelle planétaire, le faire tourner sur un ordinateur. Donc, au début, on avait vraiment ce truc, ok, ça va être ouf, faut le montrer aux gens, etc. Donc, du coup, on était à fond là-dessus, on trouvait ça très cool, mais le problème, c'est que le discours est cool, quoi. Enfin, on va dire, il est vendeur en quelque sorte, mais parce qu'en même temps, c'est ce que ça fait vraiment, c'est-à-dire un monde complet que tu peux modifier, etc. Mais le problème, c'est que les besoins des gens sont souvent très spécifiques et en fait, une solution, peu importe à quel point elle est bien, si elle s'intègre pas dans ses problèmes de tous les jours, on va dire, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué et surtout, en fait, c'est un peu une forme c'est pas arrogance, mais méconnaissance, c'est de Mm, se dire, ok, moi je trouve ça trop bien, ok, je trouve ça trop bien, mais eux, les gens, concrètement, est-ce que ça résout un truc suffisamment ouais, important, tu vois? Donc ouais, je pense qu'il y avait ce truc-là de passer un petit peu de la vision globale qu'on a et qu'on garde, et se dire, ok, mais en fait, au jour le jour, d'abord, on va faire ça, donc d'abord, on va leur donner de la valeur là où ils en ont besoin de manière facile. Après, on va voir si on peut augmenter vers quelque chose avec plus justement de hardware, faire tourner ça sur des plus gros modèles, etc. Et au fur et à mesure, on itère là-dessus et on pense que ça va nous mener vers la 3D parce qu'il y a justement un truc avec la segmentation que je trouve dingue. C'est qu'en fait, tu as tes données. Tu les vois en pixels et tout.
tu peux pas les traiter. Donc, tu as besoin de les vectoriser. Enfin, tu peux les traiter, mais tu as besoin de les vectoriser, les numériser et les rendre vraiment knowledgeable, quoi. Faire Ouais. l'interface entre l'humain et la donnée. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu as ces données, donc tu as les mesures des bâtiments, tu peux aussi savoir peu à peu leur hauteur si tu utilises d'autres types de méthodes. En fait, plus tu renseignes de la donnée, plus ces données-là, en fait, après deviennent faciles à transformer en une représentation plus compréhensible en 3D. Hmm. Donc en gros, l'idée, c'est que grâce à cette digitalisation de la donnée 2D, on peut justement créer les briques, tu vois, les bases, les fondations, pour après en créer une représentation 3D, une représentation utilisable par l'IA, une représentation sémantique qu'on pourra moduler, contrôler, insérer dans d'autres systèmes. Et en fait, du coup, c'est ça que je trouve ça dingue, c'est que maintenant on fait étape par étape, mais sur le long terme, bah, en fait, pour nous, un peu, ça fait sens d'un point de vue général. Il y aura besoin que ces données-là soient plus compréhensibles par l'IA pour pouvoir bien les traiter. Et il y aura besoin d'avoir une représentation plus claire pour l'humain pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il fait. Donc la 3D et l'IA pour l'interface entre les données et l'humain. Du coup, il y a ce truc-là, mais quand même, notre difficulté, c'était de se rendre compte que fallait commencer étape par étape, quoi. Bien sûr. Tu as un cas d'usage 3D en tête où tu te dis que ça, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est compliqué. Le jour où il y a la 3D, on est bien. Un cas d'usage. Honnêtement, c'est justement sur ça, pour le moment, qu'on a plus de lacunes. C'est-à-dire que la 3D, on la voit vraiment émerger un peu partout avec le point cloud, le LiDAR, etc. Ça peut aider pour plein de mesures de bâtiments, pour de la simulation de fluide, pour avoir des représentations plus claires, Ouais, je sais pas, de débordement de rivière, ce genre de ouais, choses. carrément. Mais honnêtement, pour le moment, c'est pour ça qu'on essaie de parler à beaucoup de gens, on, on a encore du mal à exactement mettre le point sur le premier truc à résoudre en 3D. C'est pour ça qu'on Ouais, se focus sur l'IA. ouais, Mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pour l'aide à la décision, c'est quand même quelque chose qui, nous, est une porte d'entrée assez simple. C'est-à-dire, en fait, si on utilise notre plugin pour transformer les données en données un peu comment dire, intelligibles, ouais, en fait, ces données-là, après, il y a des besoins sûrement pour les visualiser, les comprendre, pour l'aide de prise à la décision pour ceux qui ne sont pas dans le domaine. Et ouais, donc, si nous, on peut juste transformer ce qu'on peut déjà faire très rapidement, ces données numériques en données 3D, en fait, on permet juste à ceux qui veulent décider rapidement d'avoir une vision plus claire de qu'est-ce que ça va être si on modifie ouais, ça, qu'est-ce que ça va être s'il y a une catastrophe, etc. ouais, Et juste ouais. rapprocher le réel de la donnée, quoi. Ouais, ouais. Il y a des cas d'usage où la 3D elle est indispensable, tu l'as dit, sur les simulations de risque d'inondation, par exemple. En plus, en ce moment, c'est d'actualité, où en fait, c'est indispensable. Si tu veux avoir des modèles qui simulent les déplacements des différents fluides, c'est indispensable. Et après, il y a des sujets. Moi, dans mon ancienne boîte, j'avais essayé un peu de pousser la 3D, j'étais à fond sur le sujet, mais en fait, il y avait pas. En gros, pour faire simple, on avait des solutions SIG avec de la donnée 2D classique. Si je prends un cas d'usage, un exemple, ça va être par exemple le cadastre, le PLU, par exemple. Et donc là, il y a l'application, tu peux utiliser ça, SIG classique, consulter tes données attributaires, visualiser tes cartes, jouer sur les couleurs, etc. du classique. Et moi, en fan de 3D, je voulais mettre de la 3D. Mais pas la 3D, du coup, simulation indispensable dont je viens de parler, mais de la 3D, en fait, esthétique. Où je me dis, on est dans un métier où on est censé faire de l'aide à la décision. On est censé, grâce à nos analyses, aider à prendre des décisions. Mais pour cela, on se base sur une vue 2D, quoi. Genre le nombre de personnes qui, tu leur mets une carte dans les mains, ils sont perdus, quoi. Attends, je suis où, moi? Attends, nous on est là, attends, c'est où le nord? Ils galèrent. En fait, la 2D, une carte, c'est pas si simple que ça à lire. Alors que la 3D, direct, on le voit dans les jeux vidéo, si tu te déplaces dans l'environnement, t'as l'impression d'être dans la vraie vie, quoi. Et il y avait vraiment, je me disais qu'il y a un monde où il faut que tout soit en 3D, quoi. Mais je sais pas si c'est le marché qui est pas arrivé à maturité ou si en réalité ça plaît pas, je sais pas. Mais ouais, j'ai rencontré en tout cas cet obstacle il y a déjà quelques années et j'attends de voir ça. Vraiment, j'ai hâte. Et il y a un autre sujet comparable à la 3D, c'est la VR. La VR, par exemple, la réalité augmentée. Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est quelque chose qui t'interpelle, qui t'intéresse ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, mes parents, avant qu'avec mon père, on se mette plus sur ce projet, ils avaient fait une boîte qui s'appelle Coding VR, où, Ok. tu vois, tu le vois un peu dans le nom, Ouais. où, du coup, ils essayaient vraiment d'expérimenter, de pousser la réalité augmentée surtout. Donc, bon, là, c'est Ouais. pas directement VR, mais c'était globalement tout ce qui va être scan 3D Ouais. d'environnement pour après pouvoir modifier. Je sais pas, par exemple, c'était surtout pour modifier ta maison, tu vois, tu Ouais. rajoutes une chaise là, tu la Ouais. vois comment elle fait dans ton environnement, ce genre de choses. Ouais.
Du coup, ils avaient un peu exploré ça et trouvé ça intéressant. Le problème de la VR, pour moi, c'est que c'est là depuis longtemps. Enfin, on en parle depuis longtemps et tout. Ouais, Mais je sais pas exactement dans le domaine du géospatial comment c'est utilisé, donc je mets des pincettes. ouais, Mais ça traîne, quoi. En fait, la ouais, galère, c'est qu'il faut ton casque. Quand tu as le casque, bah, déjà, tu as plein de petits problèmes par rapport à ça. La manière ouais, dont. Ouais, genre, enfin, tu sais, ça te met pas à l'aise, tu vois. Tu as plein de ouais, trucs, tu as ouais, mal à la tête et tout. ouais, Je pense qu'il y a un truc avec la VR. Je pense juste que la réalité augmentée sera plus pertinente à court terme et peut-être la VR, plus les mondes vont devenir justement développés, notamment avec l'IA ouais, pour de la simulation, tu vois, de mondes complets. ouais, Mais je me dis que la réalité augmentée par rapport à ce qui se passe en ce moment peut être plus pertinent, même dans le domaine du géospatial, pour comprendre ouais, l'environnement. Un mélange de la réalité ouais. et du virtuel, mettre les deux, tu vois, pas genre une séparation. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, si on parle de futur, pas futur dans 100 ans, mais un futur où on est encore vivant. Le plus loin possible, mais où on est encore là. Je me dis que alors, aujourd'hui, on a des casques. Mais évidemment que dans 10, 15, 20 ans, on n'aura plus besoin de casque. On aura peut-être des lunettes, peu importe. D'ailleurs, si tu regardes sur Amazon, là, leur module de VR, où tu as un objet, un meuble, tu utilises avec l'application, avec le smartphone, tu vois l'objet dans le salon, ça marche très bien. Pokémon Go, c'était juste incroyable. Tout le monde a signé. Enfin, incroyable ce jeu. Tout le monde était d'accord, tout le monde a signé et ça, tout le monde est conquis. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était là, ça c'est donc Pokémon Go, c'est un cas d'usage où on est tous d'accord, ok, incroyable. Amazon, ça marche parfaitement, mais en fait, j'ai l'impression que personne l'utilise parce que, ou alors peut-être à la marge. Moi, je l'utilisais de temps en temps, mais un peu à la marge. Mais bon, le cas d'usage, il est un peu. L'idée d'avoir un plan, une carte en 3D où alors, là, j'allais dire tu mets ton casque, mais vraiment, on se projette dans le futur où il n'y a plus besoin de casque, où juste tu vois ton territoire, admettons, on parle d'une collectivité territoriale, elle a son territoire en 3D sur la table, et elle peut manipuler avec ses mains, déplacer, zoomer, reculer, enlever des objets, cliquer. Il y a l'attribut qui s'affiche, tiens, je veux la superficie, ah tiens, je veux faire une sélection spatiale, sélectionne-moi tous les objets qui ont les mêmes caractéristiques. C'est la base, non dans un futur. Tu me fais penser à Tony Stark quand tu moves avec Ouais, les là, c'est le roi Tony Stark. C'est incroyable. ouais, bah, dans ma tête, je suis Iron Man, là, c'est bon. Bah, Ouais. pour moi, c'est la base, non je sais pas, 20, 25, enfin... Là, c'est être sur un écran d'ordinateur pour voir Mm. en 2D son territoire. Mais là, on est dans le passé. Ouais, mais en soi, avec une carte, là, tu vois, dans l'exemple que tu dis, enfin, ça va être très cool, mais en soi, tu restes un peu sur le médium pour moi, parce que ta carte, c'est un élément fixe, tu vois. C'est un élément où tu regardes. Donc, au lieu de regarder ton écran, tu regardes ta table, tu vois. Donc, Ouais, genre, je suis d'accord, ça apporte du volume et tout, ouais, mais ouais, je pense que tu as plus à faire. Et après, tu vois, je pense que c'est aussi une question de. Bon, là, ça devient plus large, mais pour moi, il y a une question d'éthique avec la VR ou la R, c'est je me dis, franchement, ça me fait plus kiffer un monde où tu te dis que t'emmènes la technologie dans la vision du réel, tu vois, les gens qui vont justement analyser le territoire sur place, ils vont pouvoir avoir des données en temps réel, etc. ouais, Alors que la VR, tu sais que s'ils sont dans leur truc, ça va être isolé, ils vont être dans une pièce, tu vois. ouais. Et bon, là, ça, on sort du truc, tu vois, mais justement, quand je te vois Tony Stark, je te vois plus avec de la réalité augmentée que de la réalité complètement virtuelle. Quand tu parlais de map et de visualisation 3D, est-ce que Ouais. toi, du coup, tu as plus ça en mode que de la visualisation, aussi du contrôle? Par exemple, justement, nous, ce qu'on fait, c'est du procédural avec notre moteur 3D. Donc ça fait que quand tu ajoutes une route ou tu modifies un élément, bah, le terrain se réadapte et Hmm. ça se répercute sur Ouais. les données géospatiales. Tu le vois Ouais, comment, toi? je suis pas allé jusque-là, mais ça a du sens, ce que tu dis, ça a du sens. Moi, je partais vraiment juste du basique, l'équivalent de l'existant aujourd'hui, mais juste plus sexy, en fait, plus facile à utiliser. Mais après, comme tu le dis, c'est le même médium, la valeur ajoutée, elle est peut-être pas là. Et toi, tu as parlé d'amener la VR sur le terrain. Et là, je suis tout à fait d'accord. Et je me rappelle quand Apple a sorti ses Vision Pro, je crois, son casque de VR, je suis parti le tester le jour de la sortie. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, on va enfin pouvoir avoir un outil où la qualité est incroyable et on va pouvoir aller sur le terrain. Et quand on a besoin d'aller faire des vérifications de câblure, de fibre optique ou de canalisation, plus besoin de tout démonter, faire les trous, on va tout voir, etc. Machin. Et pareil, j'imagine ça en mode c'est bon, c'est le futur. Après, oui, la réalité, c'est qu'il faut que la donnée, enfin la donnée en l'occurrence, la vraie vie, les vrais câbles, les vrais éléments, ils aient été créés avec une techno qui fait qu'après ça peut être détecté. Je suis bien Ouais. conscient que c'est pas, il suffit pas que tu aies un casque et ça y est, c'est magique. Il y a plein d'étapes. Mais ça me paraît tellement le futur que je me dis qu'on va dans cette direction. Et là où je m'interroge, c'est
c'est de se dire que, tu sais, les robots, ça a toujours été un peu dans le fantasme des êtres humains de se dire on va avoir des robots un jour qui vont faire la vaisselle. Dans les premiers films de science-fiction, ça fait plus de 150 ans qu'on nous vend des robots qui font la vaisselle. Aujourd'hui, c'est pas encore là. Et quand on voit dans Retour vers le futur comment est-ce qu'ils imaginent le futur, et c'est pareil, ça n'a rien à voir avec la réalité, je me dis que c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on imagine, ce que nous on voit, et finalement le vrai futur. Et peut-être que quand je fais mon Tony Stark ou mon Iron Man, je suis dans le même futur qui en fait n'est pas notre futur. C'est possible et ça ne m'étonnerait même pas. Je trouverais même ça logique. Mais si j'essaye de me projeter, c'est ce que je visualise en tout cas. Ouais, non, ça fait sens. Mais c'est sûr qu'en fait, on a été grave nourri aussi par la culture, tu vois. Et je pense que avec ce qui arrive maintenant, il y a quand même quelque chose d'assez, on va dire, dystopique, ouais, qui me dérange. C'est qu'en fait, tout pourra être généré et personnalisé pour tout le monde. Et donc, en fait, notre interaction va peu à peu se passer d'humain. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus forcément besoin d'experts pour chaque tâche. On pourra demander à des IA pour visualiser. On pourra avoir des modèles qui nous génèrent directement le monde. Et tu vois, ça fait quelque chose d'étrange. Donc, je me dis, vaut mieux maintenant commencer à rendre l'IA accessible peu à peu aux gens avec le contrôle qu'ils ont dessus, plutôt qu'une énorme big tech, tu vois, arrive plus tard et arrive d'un coup et change complètement le paradigme. Parce que c'est ça Ouais, qui fait peur aussi, c'est que ouais, il y a des changements structurels qui arrivent d'un coup avec l'IA. Et si en mode, je pense que s'il n'y a pas des acteurs qui emmènent peu à peu l'IA et le contrôle dans la main des gens, en fait, tout le monde va devoir switch un moment vers l'IA parce que ça aura changé certains processus. Et du coup, il n'y aura même pas de courbe de progression, tu vois, ou de courbe de contrôle. Globalement, ChatGPT, c'est ça, tu vois. Genre, c'est mm, passé de l'IA est complètement, pas très, enfin, est complètement bête, tu vois, pour la génération de texte, ça, quasiment incroyable. Et du coup, tout le monde a switch sa manière de ouais, travailler et tout par rapport ouais, à ça. Donc, je pense qu'il faut l'emmener progressivement dans le domaine géospatial pour éviter ce truc-là et que ça ouais. déstabilise d'un coup, je pense. Ouais. Ah, c'est fou ton niveau de maturité sur le sujet. Franchement, c'est vachement intéressant et ça fait plaisir à entendre en tout cas. Un grand Merci merci beaucoup. pour. Ouais, je disais un grand Merci, merci merci, pour la merci qualité de Tony ces Stark. échanges. Ouais, là pour l'instant, c'est plus toi, Tony Stark. Mais j'aime bien. J'aime bien. Faudrait que je renomme les jeux magiciens et que j'appelle ça les Avengers. Mais bon, c'est déjà déposé. Oh, J'aurais pas le droit de faire des mugs Avengers. C'est déjà déposé. bien. On a dépassé l'heure de podcast déjà. Je te propose de terminer avec un petit jeu, mythe ou réalité. Je t'explique le concept. Go. Je vais donner 10 affirmations. Et le but, c'est que cette affirmation, que tu me dis si selon toi c'est mythe ou réalité, sans trop le justifier. Voilà, le but c'est d'y aller au tac pour que ça sorte du fond du cœur sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y, je suis prêt. C'est parti. Avec la GeoIA, on va arrêter de numériser à la main d'ici 1 an. Mythe, je dirais un peu plus de temps, le temps que ça s'intègre bien. Alors du coup, on fait un aparté parce qu'on allez, on s'autorise, hein, c'est moi qui fais les règles. Du coup, t'auras dit d'ici combien de temps toi ? Je dirais que ça pourrait devenir. Alors, évidemment, il y a plein de cas que je connais pas très spécifiques, je pense, mais je pense que ça pourra devenir la norme d'ici. Ça dépend comment on va pousser la tech, justement, mais je dirais d'ici 3 à 5 ans. Ouais, La tech sera largement assez mature, la question c'est l'adoption, mais la tech sera là, je pense, quasiment partout dans 3 ans. ça me va. Next. La GeoIA fait gagner beaucoup de temps, mais seulement si la donnée d'entrée est propre. Hmm, Non, je dirais. Attends, c'est quoi? C'est mythe Mythe ou réalité ? ou vrai? Attends. Ouais, ok, excuse. Je dirais réalité. Je pense que ça va se mitiger avec le temps, mais de fait, pour observer un territoire, faut avoir le territoire, quoi. Donc, Ouais. Celle-là, elle va te faire sourire, je pense. La segmentation, c'est juste du chat GPT appliqué à la carto. Bah, mythe. Parce que, pour le coup, j'ai du mal à voir le lien, mais c'est marrant. En vrai, je me vois comme ça, tu vois. Genre, si on peut être une Ouais, baguette magique qui est ChatGPT pour ce cas-là, ça me va, tu vois. ça fait, ça fait vulgarisation, mais vulgarisation presque maladroite. Ouais. Ça dépend qui le dit en fait. Ça me va.
Sans GPU, la GeoIA dans QGIS ne sert à rien. Mythe. Les modèles deviennent extrêmement performants. Tout le monde peut commencer à les utiliser. C'est qu'une question d'échelle après, une question de quantité de données. Le vrai frein, ce n'est pas l'IA, c'est la qualité des orthos et la préparation des données. Ouais, je dirais réalité quand même. Un plugin QGIS s'adapte plus facilement qu'un SaaS externe parce qu'on reste dans le workflow métier. Réalité. Je fais une petite hot take comme ça là. Je pense que les SaaS seront morts, enfin n'existeront presque plus dans les années qui suivent, là, dans les 3-5 ans. Puisque tout le monde pourra créer sa solution custom au fur et à mesure, parce que chacun a des besoins très spécifiques. Donc les SaaS généralistes, j'ai du mal à les voir rester sur le long terme, parce que tout le monde pourra en faire, en fait, je pense. Ouais, je suis d'accord. On peut aussi faire un aparté là-dessus, j'autorise. Mais ouais, je partage le même avis. On est beaucoup à partager cet avis-là, ouais, on est d'accord. Et moi, si tu veux un vrai hot tech que je traîne depuis 2 ans, c'est que les smartphones n'existeront plus dans... Chaque fois, j'hésite à dire combien de temps, mais si je veux vraiment choper dans 10 ans. Dans 10 ans, les smartphones n'existeront plus. Vous allez voir. Ah bah dans tous les cas, je peux même pas... Enfin, déjà, se projeter à 5 ans, c'est impossible pour moi, ça n'a aucun sens. 10 ans, le progrès de l'IA, En vrai, 5 ans, c'est demain. Hein, en vrai. bah, franchement, je te crois complètement, parce que dans 10 ans, dans tous les cas, pour moi, le monde n'aura rien à voir. L'IA en 2 ans a fait plus de parcours que n'importe quelle technologie, donc en 10 ans, les modèles vont apprendre à s'entraîner, à s'améliorer eux-mêmes. Ça va créer sûrement une loupe, un cercle positif, hein, ça dépend de quel angle tu le vois. Donc dans 10 ans, c'est... Ouais. Ah bah tu sais quoi, on prend rendez-vous sur Calendly dans 10 ans. On se fait un petit podcast. Épisode, je sais pas combien, épisode 1500. Et si ça se trouve, tu sais, on sera avec nos smartphones, avec nos ordi, machin. On fera la même chose, mais juste un peu plus rapidement. On dira, putain, on s'est fait avoir, retour vers le futur encore. Ah. Putain, il est où Tony Stark là C'est ça. Un bon modèle suffit, pas besoin de règles métier ni de contrôle qualité. Mythe. Facile. La GeoIA rend le travail plus reproductible si on versionne et qu'on trace les paramètres. C'est technique, ça. Je dirais réalité. Ouais. Les profils seniors rejettent la GeoIA par principe. J'ai hâte d'avoir ta réponse là. Je dirais réalité pour faire une généralité, mais globalement, c'est plus les profils. On va dire ceux qui ont la main dans le truc tous les jours et qui ont des problèmes récurrents nouveaux, ils adoptent. Ceux qui ont un workflow existant et qui ont été formés pour une chose spécifique, ils ont du mal en général. C'est exactement ça. T'as tout dit. Et enfin, la dernière, dans 5 ans, on passera plus de temps à piloter et valider qu'à produire manuellement. Réalité. Ouais. Ah, on est vraiment d'accord sur quasi tout. Surtout, super. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et un dernier petit jeu, la fameuse question Joker. Je vais te poser une question et tu as le droit de dire Joker et du coup tu n'y réponds pas. Ou alors tu fais le courageux et tu réponds. T'es prêt ? Yep. Est-ce que tu peux me dire quelque chose que tu n'oserais jamais dire sur LinkedIn ? Ouais, je pense que... Bon, on reste dans le même thème, hein, mais je pense que le métier de développement informatique c'est dur à dire, va disparaître dans sa majorité d'ici 5-10 ans même, ouais, je dirais 5 ans. Quand je dis disparaître, c'est le fait d'écrire, le fait de faire du code, etc. Je pense que tout va, comme tu as dit justement, tu vois, va se transformer en supervision, etc. Pourquoi je pourrais pas dire sur LinkedIn ? Parce que en prenant en compte l'école où je suis et la manière dont on aborde le code informatique, c'est quand même quelque chose qui est très important et je pense que ça aide de comprendre le code et de gérer. Mais c'est juste que là, on arrive à une couche d'abstraction avec l'IA qui, en fait, de fait, est tellement... Même s'il peut y avoir une marge d'erreur, elle apporte tellement de productivité que, étant donné qu'on est surtout dans un monde très capitaliste, si là, on a 90% de bons à 10 fois plus vite, ça va être adopté à une vitesse folle et ça va détruire le métier, je pense, petit à petit. Ouais, c'est
C'est une belle, j'allais dire, ouais, une belle conclusion, un peu sombre, mais c'est joliment dit. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu, et merci aussi pour l'entièreté de cet échange. C'était vachement intéressant. Je l'ai dit, mais je le répète, vraiment, ça fait plaisir d'avoir entendu autant de maturité et de jeunesse en même temps, en fait, une vision vraiment fraîche. Moi, j'aime beaucoup le fait que même si tu as été finalement bercé dans les SIG sans vraiment le savoir ou sans tout à fait le savoir, tu as fait le travail de te reconnecter ou de te connecter au métier, à écouter vraiment les acteurs, comprendre les différents pain points, les différents problèmes, et aujourd'hui tu travailles pour l'open source à justement solutionner. Bravo, c'est vraiment c'est un très beau parcours. Je vous souhaite vraiment à TerraLab beaucoup de réussite et de continuer d'aider autant la communauté. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Ouais, alors déjà, grosse dédicace évidemment à Lilien, Stéphane et ma maman sur ce truc-là. C'est aussi en grande partie grâce à eux, quasiment tout en fait. Ouais. Et pour nous suivre, vous pouvez marquer TerraLab sur Internet ou sur LinkedIn. On poste pas mal sur LinkedIn. Et puis, puis sinon, vous installez notre plugin et puis vous allez voir un petit peu ce qui se passe, les petites updates. Donc voilà. Je mettrai évidemment la petite capture d'écran du site, aussi petite capture d'écran du plugin, le lien, tout qui va bien pour que l'on puisse tester tout ça et vous suivre. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer avant de clôturer cette émission ? Je dirais, je pense que QGIS sera bien plus utilisé dans le futur que ArcGIS. Ah, c'est un petit take. Je pense que si on pousse les outils encore plus, avec la facilité de développement informatique maintenant, l'open source peut apporter quelque chose, et je pense qu'on peut rendre ça accessible, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas merci. l'outil le plus utilisé, QGIS. Alors, J'ai pas les chiffres, je sais pas. du coup, j'avais parlé avec des membres de la communauté QGIS, et en fait, ils ont peu de stats vu que c'est open source, mais Ouais. globalement, dans les recherches Google, dans la manière de s'utiliser, c'est à peu près égal ou plus dans Ok, certains ouais. pays. Ok, Mais ils ont ouais. quand même ils sont très très présents. Donc, Ok. outil formidable, mais je pense qu'avec la capacité aux gens de développer de plus en plus des outils custom, ils pourront de plus en plus contribuer dans l'open source facilement, même les non techniques, et ça va créer en fait des outils faits pour les gens comme ils veulent. Et avec QGIS, ils ont le conteneur parfait, quoi. Trop bien. Let's go. The sky is the limit. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Ivan pour cet échange. Avec plaisir. Quant à nous, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas de toujours continuer d'apprendre. Ciao. Magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Yeah, but what's your job? I'm doing math. Sorry, what's your job? You know, with data. But what's your job? I make the world readable. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, Joe Magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. But what's your job? Maps, data, stories.